Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission sur d'Avincin Sport. Et comme d'habitude, on se retrouve avec Yvan. Comment vas-tu Yvan? Bah ça va très bien et toi? Écoute, super, j'ai la forme. Ça va Jérém? Ça va très bien, Florian. Tu vas nous présenter quoi toi? Moi, aujourd'hui, je vais faire les petites brèves. Donc, je vais vous parler de l'Open d'Australie en tennis. Je vais aussi vous parler de la Coupe de France de foot. Et, euh, et voilà, je laisse la place à Jules. Ça marche. Alors on a un petit nouveau, c'est Jules. Comment ça va Jules? Salut tout le monde, ça va Florian? Super, donc toi tu vas nous présenter quoi du coup? Alors moi je vais vous faire une petite chronique sur LeBron James en NBA. Et puis je clôturerai cette émission par un petit quiz sport pour savoir si vous avez bien suivi l'actualité sportive de la semaine. Ok, super. Eh bien moi je vous présenterai très rapidement le tournoi des 6 nations. On se retrouve après le jingle. Hey, la pommade là, un peu de pommade. Les espoirs de la descente française sont sur ses épaules. Qu'elle a solide. Non. Eh ben qu'elle a pas solide du tout. Non. Non, c'est pas possible. Accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire. Donc on commence aujourd'hui cette émission avec Yvon qui va nous parler de football puisque cette semaine se déroulait la Ligue des Champions, donc c'est la compétition la plus attendue en Europe où donc se déroulaient les huitièmes de finale aller. Et il y avait le match mardi très attendu par les supporters, donc FC Barcelone face au Paris Saint-Germain au Camp Nou, une affiche qui n'a pas déçu les admirateurs du ballon rond, bien au contraire mon cher Yvon. Et oui, Florian, ce fut un choc extrêmement attendu, comme tu l'as dit, puisqu'il s'agissait d'une part d'une des premières affiches de ces huitièmes de finale, mais surtout, il s'agissait d'un vrai choc entre deux cadors du football européen, le FC Barcelone de Lionel Messi et le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé. Un choc qui s'est soldé sur une large victoire du PSG, une victoire historique tout simplement, puisque le PSG est devenu la première équipe française à battre le Barça sur leur terrain du Camp Nou en C1, puisque Metz les avait battus seulement en C2 à l'époque. Une victoire qui de plus est d'une véritable démonstration collective, une victoire 4-1 avec un triplé pour monsieur Kylian Mbappé, un triplé historique puisque c'est le premier joueur à inscrire un coup du chapeau, soit donc 3 buts en un seul match, face au Barça au Camp Nou en phase finale. Et pourtant le match avait plutôt mal commencé pour les Parisiens puisqu'à la 25e minute, Frenkie de Jong sur un long ballon et un duel entre Kurzawa et Kipembe, de Jong malheureusement se fait crocheter dans la surface. Et le Barça obtient donc un pénalty que transformera aisément Lionel Messi 2 minutes plus tard. Non rassasié pour autant, le PSG va réussir quelques minutes plus tard à revenir au score grâce à Kylian Mbappé suite à une très belle action collective amenée par Marco Verratti et donc conclue par Kylian Mbappé à la 32e minute. Un partout, c'est donc le score à la mi-temps et à ce moment-là, il est difficile de savoir laquelle de deux équipes va s'imposer, mais finalement tout se jouera en seconde période où le PSG dominera de la tête et des épaules les Catalans, en inscrivant notamment 3 buts, dont un doublé par Kylian Mbappé. Le premier pour lui à la 65e minute, après un centre de Florenzi mal renvoyé par Piqué, et donc conclu par Kylian Mbappé. Seulement 5 minutes plus tard, le PSG va faire le break, grâce à un but de la tête de Moïse Kean, sans coup franc frappé par Leandro Paredes. Et sans dans la moindre capacité à revenir dans la rencontre, le Barça va se faire punir une nouvelle fois en contre, après une chevauchée du surprenant Draxler, qui décale à l'entrée de la surface Mbappé, qui trompe d'une enroulée parfaite Ter Stegen dans la lunette droite du portier. Ah ouais, c'était un super match, je sais pas vous, mais moi je l'ai regardé. Moi je vais défendre l'équipe du PSG bien évidemment parce que voilà, on suit la France. Et voilà, ce que j'ai remarqué, c'est que voilà, franchement Paris s'est très bien débrouillé, mais la défense catalane a été assez désastreuse. Je sais pas si ce que vous en pensez vous. Ouais, je suis totalement d'accord. On a bien vu que Piqué et l'Anglais étaient en grande difficulté face à la vitesse et aux appels débordants de Mbappé. Mais on peut notamment souligner, je pense aussi, le très bon match de Leandro Paredes, des joueurs comme Verratti également et Moïse Kean qui ont fait des matchs très solides. Et c'est vraiment, bon, il y a Mbappé qui s'est illustré grâce à son triplé, mais je pense que c'est vraiment un effort collectif des 11 joueurs présents sur le terrain qui ont fait chuter le FC Barcelone. Ouais, à noter aussi que d'ailleurs Neymar ne jouait pas. Est-ce que vous pensez que ça a été positif ou pas pour le PSG, Jérémy? Bah, pour le coup, je pense que oui, l'étendue de la victoire. Après, il faut se rappeler qu'en 2017, il menait aussi 4-0 au match aller
ils se sont fait remonter. Donc je pense qu'il ne faut pas prendre la qualification comme acquise et attendre le match retour. C'est clair, on ne sait jamais avec les remontadas. Et toi, Yvan, t'étais supporter de qui? Bah, moi, j'étais supporter un peu du Barça, mais c'est vrai que bon, on sait que le Barça avait des difficultés défensives. Il y a eu le retour de Piqué alors qu'il n'était pas vraiment en état pour jouer. Ouais. Mais clairement, le Barça n'a pas été bon du tout défensivement et le score est largement mérité pour le PSG. C'est clair. Et d'ailleurs, il y avait une autre affiche mardi soir, cette fois-ci entre les Reds de Liverpool et le RB de Leipzig. Et ce sont les Reds de Jürgen Klopp qui se sont imposés. C'est bien ça, Yvan? Oui, tout à fait. Alors, c'était une rencontre un peu moins attendue qui passait un peu inaperçue puisque vraiment les yeux de tout le monde étaient rivés sur la rencontre entre le Barça et le PSG. Mais pourtant, ça restait l'un des plus grands favoris de la compétition, donc Liverpool, champion d'Angleterre en titre et vainqueur de la LDC en 2019, qui se déplaçait non pas en Allemagne à cause des conditions sanitaires, mais plutôt à Bucarest. Et c'est les Reds de Liverpool qui se sont imposés 2 buts à 0 grâce à des buts de Salah à la 55e et de Mané à la 58e. Alors, on ne s'attendait pas forcément à une victoire des Reds, puisqu'ils restaient quand même sur une série assez compliquée en Angleterre, en Première Ligue, avec notamment 2 défaites face à des concurrents directs qui fut Leicester 3-1 et City 4-1. Et surtout, Leipzig n'a pas fait un mauvais match offensivement, mais ont subi 2 erreurs défensives. La première de Sabitzer, qui a fait une passe en retrait pour Salah, et donc qui a permis à l'Égyptien d'ouvrir le score. Et puis derrière, c'est Mukiele, le défenseur français, qui s'est totalement manqué en dégageant mal le ballon de la tête et qui a permis à Mané de battre en 1v1 Golaci. Ok, ça marche. Et puis du coup, on verra le résultat du match retour on peut voir un bouleversement, parce que là, rien n'est perdu pour Leipzig. Et mercredi soir avaient lieu les 2 autres rencontres de cette première semaine de huitième de finale. Donc la première entre les Portugais du FC Porto et la Juventus de Cristiano Ronaldo. Donc un match où le quadruple Ballon d'Or n'a pas vraiment brillé puisque la Juventus s'est inclinée face à une surprenante équipe de Porto. Et oui, tout à fait. Donc la Juventus de Cristiano Ronaldo qui se déplaçait à Porto, donc au Portugal, sur les terres du quadruple Ballon d'Or. Et tout simplement, match totalement manqué de la part des Turinois, puisque Cristiano Ronaldo n'a même pas créé une seule occasion. Et surtout, ils ont concédé l'ouverture du score au bout de seulement 2 minutes par Mehdi Taremi après une énorme erreur défensive de Bentancur. Et puis, pas beaucoup d'occasions pour la Juventus dans cette première période. Et au retour des vestiaires, Moussa Marega, directement après le coup de sifflet du début de la seconde période, a permis à Porto de faire le break. Et c'est vrai que la Juventus n'a pas eu beaucoup d'occasions. Ils ont très peu tiré au but et finalement c'est seulement à la 82e que Federico Chiesa a permis à la Juventus de pourquoi pas y croire au match retour, même si ça va être, je pense, très compliqué. Et donc il y avait le match Séville-Dortmund. Et oui, également donc la rencontre entre les Sévillans et les Allemands du Borussia Dortmund, un match où le phénomène norvégien Erling Haaland a une nouvelle fois prouvé aux yeux de tous qu'il était déjà un joueur à part à seulement 20 ans, puisqu'il a inscrit un doublé et délivré une passe décisive. Alors Haaland s'est défait de 3 joueurs et a servi Daoud pour l'égalisation du Borussia Dortmund. Donc il faut savoir que Séville avait ouvert le score à la 7e minute grâce à Souzo. Mais par la suite, Daoud, à la 19e minute, a égalisé d'une frappe incroyable d'une enroulée à 25 mètres et a permis donc au Borussia de revenir à égalité. Et puis quelques minutes plus tard, Haaland, sur un fait de jeu, sur une action collective avec tout simplement Daoud, a réussi à tromper une nouvelle fois Bounou, le gardien marocain de l'équipe de Séville. Puis juste avant la mi-temps, une nouvelle fois, Erling Haaland en contre a permis au Borussia de faire le break tout simplement en inscrivant donc un doublé. Et en seconde période, Séville a été un petit peu meilleur, mais au final, ils n'ont pas réussi non plus à revenir au score. Et c'est seulement De Jong à la 84e qui a réduit la marque pour les Sévillans. Mais ça reste une défaite un peu surprenante puisque Séville restait vraiment sur de très bonnes prestations, avec notamment une défense très solide, alors que le Borussia était plutôt mal au point en championnat. Eh bien, merci beaucoup Yvan pour ces débriefs. J'ai vu d'ailleurs récemment dans l'actualité qu'il y allait avoir une sorte de réforme de la Ligue des Champions à partir de 2024. Est-ce que Yvan, t'en as entendu parler? Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu? Oui, et bien pour faire court, à cause de la problématique des droits de TV européens qui se terminent en 2024, le syndicat européen des clubs, donc le CA, dirigé notamment par le président de la Juventus, Andrea Agnelli, a proposé une solution. Le but étant d'assurer à la fois plus de matchs afin d'avoir une plus forte retransmission à la télé et ainsi avoir plus de suspense dans la compétition.
Pour y parvenir, le syndicat a proposé de passer d'une phase de groupe où on a 8 groupes de 4 à une phase de poule plus intense avec 4 poules de 8. Cela signifierait donc 14 matchs par équipe au lieu de 6, soit 2,3 fois plus de soirées foot à la télévision, 2,3 fois plus de recettes publicitaires et marketing, et surtout 2,3 fois plus de revenus, billetterie, de visibilité et de gains commerciaux. Puis, afin de conserver une relation avec leurs supporters, les 4 premiers de chaque groupe, soit les 16 meilleures équipes, joueraient les huitièmes de finale et les quarts de finale en match aller-retour sur leur terrain. Enfin, et comme on l'a vu l'année dernière à cause du Covid, la formule du Final 8 plairait, mais plus dans une version à 4. On retrouverait donc un Final Four avec en plus une finale pour la 3e place, un Final Four qui se jouerait pour autant dans des pays non européens et en une seule manche. Au final, on passerait donc de 111 matchs à 238 matchs. Et surtout, le gagnant de la Ligue des Champions devra disputer non plus 13 matchs, mais 20 matchs pour soulever la coupe aux grandes oreilles. D'ailleurs, je sais pas ce que vous pensez, moi, de cette formule, mais moi, je trouve qu'on est en train de se transformer de plus en plus dans une ligue fermée avec la Ligue des Champions, où il y aurait que les gros clubs qui pourraient participer, et de moins en moins des petits clubs, comme par exemple l'Atalanta Bergame, ou des petits clubs qui font des coups quelques années, mais je trouve que ça devient de plus en plus, genre, comme la NBA, une ligue fermée, où c'est toujours les mêmes clubs qui participent chaque année, en fait. Bah après, là, est-ce que cette réforme, ça va vraiment être officiel en 2024? C'est aussi ça la question. Parce que là, c'est des rumeurs ou c'est vraiment... Non, normalement ça devrait se faire. Et surtout, il y a plusieurs présidents de clubs, notamment celui du Bayern Munich, qui est donc de la Juventus, qui appuie vraiment pour avoir cette version-là de la Ligue des Champions. Donc normalement, on devrait l'avoir à partir de 2024, jusqu'au moins en 2033. Ah oui, quand même. Après, tu m'étonnes que ce soit les gros clubs du coup qui appuient ça. Moi, après, à voir. T'en penses quoi, toi, Jules, un peu de... Moi, j'en pense que c'est pas une réforme évidente. Je sais pas si elle verra le jour, mais bon, c'est vrai que j'ai pas étudié vraiment dans le détail, mais je pense que ça favoriserait pas les petits clubs, comme l'a dit Jérémy. Donc après, à voir ce qu'il en sera par la suite. Ouais, voilà. On verra ça du coup en 2024. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Yvan. On va terminer la partie football avec toi sur un petit récap des résultats en Europa League avec les rencontres les plus importantes, si tu le veux bien. Oui, alors j'ai noté comme résultat important la défaite du LOSC, donc c'est la seule équipe française engagée dans la compétition. Et malheureusement pour eux, ils se sont inclinés 2-1 face à l'Ajax à domicile. Donc le LOSC n'a pas fait un match incroyable et surtout a encaissé 2 buts dans les 5 dernières minutes, à la 87e d'abord sur penalty, puis à la 89e. Autrement, il y avait également le carton de Manchester United, un des grands favoris de la compétition, qui s'est baladé sur le terrain de la Real Sociedad 4-0, avec notamment un très bon Marcus Rashford. Et enfin, il y a eu également la défaite surprise de Naples sur le terrain de Grenade 2-0 et le nul d'Arsenal sur la pelouse de Benfica dans une des affiches majeures de ces 16e de finale. On se retrouve après une petite courte pause musicale. Back home.
Ok, on se retrouve après cette petite courte pause. Donc maintenant, on va parler avec Jules qui va nous évoquer le grand joueur LeBron James, donc le joueur de NBA qui est aujourd'hui d'une très grande classe mondiale puisqu'il est décerné le meilleur actuel. Et oui, alors comme tu l'as dit, Florian, donc moi je suis le petit nouveau de l'équipe sport et aujourd'hui je vous propose un aller simple direction la côte ouest des États-Unis. Et oui, je sais, ça fait rêver, sauf qu'on ne va pas bronzer sur les belles plages de sable blanc, les pieds en éventail sous les cocotiers. Non, moi je vous emmène plutôt au Staples Center de Los Angeles. Cette salle mythique, accueillant par ailleurs deux franchises NBA, les Los Angeles Lakers ainsi que les Los Angeles Clippers, a vu il y a 2 semaines, un nouveau record tomber sous son toit. Et oui, le King LeBron James, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, est entré encore un peu plus dans l'histoire du basketball lors de la victoire des siens face aux Nuggets de Denver il y a 2 semaines, en dépassant un certain Wilt Chamberlain au plus grand nombre de tirs marqués par un joueur en carrière. Il est désormais à la 3e place de ce classement, derrière les légendes Karl Malone et Karim Abdul-Jabbar. A noter que l'Ailier a également réalisé ce soir-là son 96e triple-double en carrière, son 8e à 35 ans passés, égalant ainsi un certain Jason Kidd. Le concerné a brièvement réagi au micro des télés américaines en disant, je cite, « Cela veut dire beaucoup pour moi. À chaque fois que je me retrouve dans la même catégorie que les plus grands, ça me rappelle d'où je viens quand je lisais des magazines dans lesquels se trouvaient les exploits de ceux qui ont pavé la route pour des gamins comme moi. » Voilà, donc pour ceux qui ne suivent pas forcément l'actu basket tous les jours et qui se demandent un peu de qui je parle, LeBron James, en essayant de faire court, c'est 2,06 m, 113 kg, élu rookie de l'année en 2004, 4 titres de MVP en saison régulière, donc en 2009, 2010, 2012 et 2013, et 4 sacres de champion NBA, en 2012 et 2013 avec le Heat de Miami, en 2016 avec les Cleveland Cavaliers, et en 2020 avec donc les Lakers de Los Angeles. Rien que ça. Donc âgé de 36 ans, aujourd'hui, le King semble toujours intouchable et tire actuellement sa franchise vers le haut de tableau de la conférence Ouest avec des statistiques remarquables des deux côtés du terrain. Bien épaulé par un effectif solide, encore plus complet selon moi que celui sacré la saison dernière, on voit mal ce qui pourrait empêcher LeBron James et les siens de briller à nouveau cette saison. Merci Jules pour toutes ces précisions. On te retrouve tout à l'heure pour d'ailleurs un petit quiz qui, je l'espère, je gagnerai. Ça marche. Donc maintenant, je vais vous parler un peu du tournoi destination, hein, donc tournoi de rugby qui fait un peu le tour dans l'actualité. Donc je vais vous parler un peu de la première journée, les résultats. Donc on avait la France qui avait gagné 50-10 face à l'Italie, un score qui n'avait pas été très étonnant. L'Angleterre avait joué contre l'Écosse et avait perdu 6-11 à domicile. Donc un score un peu étonnant parce que déjà l'Angleterre partait quand même un petit peu favori et en plus de ça, elle joue à domicile. Donc quelque chose un peu de surprenant. Et enfin, on avait donc le Pays de Galles qui jouait face à l'Irlande et qui s'était imposé à domicile 21-16. Au niveau de la deuxième journée qui s'est déroulée il n'y a pas très longtemps, donc premier match, on avait l'Angleterre face à l'Italie qui a gagné 41-18. L'Écosse qui a perdu de très peu à domicile, 24-25 face au Pays de Galles. Et enfin, on a la France qui a joué ce samedi dernier, je crois, au dimanche, contre l'Irlande, donc à l'extérieur, et qui a gagné 15-13. Donc un match super, moi je l'ai regardé, et la France a fait preuve vraiment d'une bonne défense et qui a su être créative. Je pense vraiment d'ailleurs qu'elle peut gagner ce tournoi. Et je ne sais pas si d'ailleurs ce que vous en pensez, vous les gars, par exemple Jérémy. Ouais, complètement. Moi, je pense que la France peut tout à fait gagner ce tournoi. Il reste le match à domicile en Angleterre, donc ça va être le match qui va être compliqué. Mais si on gagne contre l'Écosse, il y a moyen. Après, ce qui m'inquiète juste, c'est qu'on a vu que Fabien Galtier, le sélectionneur, avait été testé positif au Covid. Donc pour lui, ça m'inquiète pas forcément. Mais ce qui est plutôt inquiétant, c'est que le virus, du coup, a pu rentrer dans la bulle sanitaire, alors que c'est quand même un protocole très strict. Donc j'aurais peur qu'il y aurait certains joueurs qui soient positifs au Covid dans les prochains jours. Ah, ça, c'est sûr que ce serait assez dramatique, sachant qu'ils font un super début de compétition. Toi, Yvan, tu as regardé un peu les matchs ? Ouais, j'ai regardé un peu le match. Et c'est vrai que j'ai trouvé l'équipe de France vraiment très très solide. C'est ce qu'ils disaient notamment les commentateurs durant la rencontre, que vraiment la défense avait été très très costaud. Et puis, peut-être un peu déçu de la part de l'Irlande, même s'ils n'avaient pas leur meilleur de jeu, Sexton, qui avait, je crois que c'était le Covid ou qui était blessé, je ne sais plus. Mais autrement, c'est vrai que la France a quand même été vraiment très, très intéressante.
Ok, ça marche. Bah, c'est vrai que moi, je vais regarder les autres rencontres, sachant que la France, donc là, elle est leader à égalité de la compétition avec, je crois, le Pays de Galles qui a gagné ces deux rencontres. Donc le prochain match, ça va être contre l'Écosse le 28 février, donc dans un peu plus d'une semaine. Donc un adversaire qui a eu une victoire et une défaite, sachant que leur victoire était contre l'Angleterre, donc c'était plutôt pas mal, donc grand favori du tournoi, et qu'ils ont perdu de justesse et en infériorité numérique face au Pays de Galles, donc 24-25. Un adversaire donc, qui semble sur le papier sûrement peut-être inférieur, mais dont il faut se méfier. Ouais, moi, je voulais juste rebondir par rapport au match Irlande-France. À noter la grosse performance de Brice Dulin. Je ne sais pas si vous avez suivi le match, mais il a vraiment été énorme et je suis vraiment content pour lui parce que c'est un joueur qui n'était pas très bien ces dernières années. Et là, il a vraiment connu une renaissance, si je puis parler ainsi. Et juste par rapport à Sexton, il me semble que il est sorti la semaine dernière sous le protocole de commotion cérébrale, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah bah c'est bien que tu le dises, Jules, sachant à noter que pour la prochaine rencontre, on a trois retours. Donc c'est déjà le grand retour de Demba Bamba, le pilier droit, blessé au cervical en décembre, puis victime d'une déchirure à un ischio-jambier en janvier. Donc il fait son retour en équipe nationale après avoir repris la compétition avec son club ces derniers jours. Et les Toulonnais Jean-Baptiste Gros, donc pilier gauche, et Swan Rebadj en deuxième ligne, qui font également partie du groupe en vue du match contre le 15 du Chardon. Donc au niveau des prochains matchs aussi, on a l'Italie qui va jouer contre l'Irlande et le Pays de Galles qui recevra l'Angleterre. Donc des matchs à suivre pour la prochaine, pour la suite de la compétition. Donc petite courte pause musicale. On se retrouve après cette pause musicale. Donc là, on va parler avec Jérémy qui va nous évoquer les petites actus, en bref, du sport. Oui, tout à fait, Florian. Bah, vous me dites si vous avez envie de réagir sur les infos que je vais vous donner. Pour la première info, on va partir en Australie, puisque c'est l'Open d'Australie en ce moment. Donc en finale, pour l'instant, pas de surprise, hein, c'est Djokovic qui s'est qualifié, pas facilement, puisqu'il a quand même lâché plusieurs sets dans ce tournoi. Et donc on ne sait pas encore son adversaire, puisque le match se joue aujourd'hui, vendredi 19 février, au moment où on enregistre, entre Medvedev ou Tsitsipas, donc deux gros joueurs avec un gros service. Medvedev qui a déjà l'expérience d'une finale de Grand Chelem avec l'US Open en 2019 ou 2020, je crois. Tsitsipas, lui, n'est jamais allé en finale de Grand Chelem, donc on va voir qui va se qualifier. Du côté des filles, on aura une finale inédite en Grand Chelem avec Jennifer Brady contre Naomi Osaka. Osaka qui est déjà tenant du titre de 3 Grands Chelems avec 2 US Open et un Open d'Australie. Et à noter aussi que Serena Williams a presque 40 ans et est quand même allée jusqu'en demi-finale. Donc une sacrée performance pour son âge. Ouais, je veux juste rebondir par rapport à Tsitsipas. Il faut le rappeler quand même qu'il n'a pas sorti n'importe qui pour en arriver là. Il a sorti Rafael Nadal. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez rebondir par rapport à ça, mais j'ai regardé le match et je peux vous dire que les 2 derniers sets étaient très très costauds de la part du joueur grec. Et franchement, Nadal en très grande difficulté dans les 2 derniers sets et on n'a pas l'habitude de le voir, donc c'est assez rare pour être souligné. C'est clair, alors qu'il menait 2-0 en plus, et puis c'est très rare de voir un joueur gagner en 5-7 contre Rafael Nadal.
Bon, bravo à lui. Puis il est très, très plaisant à regarder jouer avec un revers à une main qui est magnifique. Donc bravo à lui. On file ensuite à Nantes avec Raymond Domenech qui a été viré du FC Nantes. 8 matchs, aucune victoire. Donc 4 nuls, 4 défaites. Il a été remplacé par Antoine Comboiré. Bon, je sais que vous avez envie de réagir là-dessus. Florian. Ah bah c'est sûr, moi j'ai suivi un peu ça, j'en avais parlé d'ailleurs à la dernière émission, il avait marqué 3 points, je crois, je sais plus, 10 matchs, ou je ne sais plus, mais en tout cas sur 15 points, il avait marqué que 3 points. C'est assez, c'est un peu normal, je trouve, qu'il soit limogé, malheureusement, c'est un peu le monde du football, mais surtout que j'ai appris récemment qu'il est arrivé sur l'équipe 21, 3 jours après sa disparition au club de Nantes, et pour faire des petites critiques. Voilà. Moi, je comprends pas le monsieur Domenech, personnellement. Je ne sais pas vous. Ouais, bah clairement, c'est un personnage un peu atypique. C'est sûr qu'il est arrivé à Nantes un petit peu, je pense, avec le melon, sachant que ça fait depuis 2010 qu'il n'a pas fait une seule victoire en tant qu'entraîneur ou sélectionneur. Et puis, quand on voit l'effectif du FC Nantes, il y a quand même beaucoup de qualité. Enfin, je pense qu'ils ont au moins parmi les 10 meilleures équipes de Ligue 1 au niveau de l'effectif. Et il n'y a qu'à voir Antoine Comboiré, qui n'est pas forcément un coach que j'apprécie énormément. Ils ont quand même réussi à battre Angers au match d'après assez facilement, avec notamment un très gros match de Ludovic Blas, dont Domenech ne comptait pas forcément. C'est clair. Et puis, on pourra aussi noter, enfin, ce qu'on peut se demander, si Domenech, voilà, il arrive à aller à l'équipe 21, peut-être grâce aussi à sa copine Estelle Denis, quoi. Enfin, moi, je me demande qu'est-ce qu'il fait là-bas après, voilà, un passage à Nantes assez catastrophique. Moi, je pense personnellement qu'il faut peut-être se faire un peu petit pour après revenir, peut-être, voilà, faire des critiques constructives. Mais là, c'est pas l'impression qu'il donne, et il passe un peu, je trouve, pour un clown. C'est mon avis. Ouais, très clairement, en plus, les entraîneurs français, on sait très bien que c'est un cercle très fermé où ils gravitent entre les postes d'entraîneur, de consultant. Enfin, c'est. Enfin, Ouais, bref. puis, je voulais On- juste rajouter Vas-y, Yvan. que j'avais vu qu'il y avait un projet de rachat à Nantes, là. On parlait de Michael Landreau comme directeur du projet. Encore une fois, enfin, je me demande vraiment ce que fait Kita dans ce monde, parce que clairement, entre choisir Domenech comme coach, Landreau comme projet de rachat, enfin, je comprends pas tellement les idées du club. C'est clair, mais bon, Florian et moi, on souhaite bien évidemment bonne chance au FC Nantes pour se maintenir. C'est vrai, bonne chance à eux. Allez, on poursuit avec les mondiaux de sport d'hiver donc, qui se tiennent en ce moment. Et d'ailleurs, les Français qui ont pour l'instant bien performé avec plusieurs médailles, notamment en biathlon. Donc, les médailles d'argent pour Simon Détieux et de bronze pour Émilien Jacquelin sur le sprint. Émilien Jacquelin qui a été ensuite sacré sur la poursuite champion du monde pour la deuxième fois. Et du côté des femmes, Anaïs Chevalier-Boucher qui a été médaillée d'argent sur le sprint et de bronze sur la poursuite. Et enfin, pour le relais mixte simple, Julia Simon et Antonin Guigona qui ont tous les deux décroché l'or. Donc une belle campagne pour le biathlon français, sachant qu'il y a encore les mass start qui sont un petit peu l'épreuve reine du biathlon qui se courent dimanche, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, en ski alpin, eh bien, Alexis Pinturo a remporté de l'argent sur le combiné et il a remporté la médaille de bronze sur le super G. Mathieu Fèvre est lui devenu champion du monde du parallèle, tandis que Tessa Worley a, elle, remporté la médaille de bronze. Donc une épreuve qui est totalement inédite dans ces championnats du monde. Donc Mathieu Fèvre est le premier champion du monde de l'histoire de cette discipline. Enfin, en ski cross, qui est une discipline vraiment assez impressionnante, Alizé Baron a remporté la médaille de bronze. Et en snowboard cross, la médaille de bronze aussi pour Léo Lebléjac et Julia Pereira. Donc vraiment une très belle campagne des Français pour ces mondiaux de sport d'hiver. On continue ensuite avec de l'info plus locale, puisqu'on va parler du RC Vannes qui est premier de Pro D2, donc avec une possible montée en fin de saison. Ce qui se pose aussi quand même, c'est la question des infrastructures, puisque le stade de la Rabine ne contient que 9000 places. Donc c'est un stade qui est peut-être un peu petit pour le top 14, mais qui sera probablement agrandi, selon les vœux de son président Olivier Cloarec, le RC Vannes, c'est un club qui tient énormément des recettes de la billetterie, et sachant qu'il y a le Covid, il n'y a pas eu de public cette saison, donc moins de recettes. Mais dans une interview, le président Olivier Cloarec a parlé d'un système pour donner la possibilité aux supporters de participer financièrement au club, donc vraiment d'acheter une part du club, un peu comme ce qui se fait en foot à Barcelone ou à Guingamp avec les Calons, donc on appelle ça des socios.
Ce sont des supporters qui possèdent véritablement une part du club, mais ça existe aussi déjà en rugby, avec les clubs de Bayonne, de Brive, de Biarritz ou de Perpignan. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que le RC7 peut pour vous monter en top 14? Bah, très clairement, on en avait discuté avec toi juste avant l'émission, et c'est vrai que, bah, comme tu le disais, il y a Olivier Clorac avait déclaré que c'était pas forcément le projet direct du RC7 de monter. Maintenant, je ne sais pas vraiment si les socios ou les calendes, comme il y a à Guingamp, vont permettre au club de réussir à avoir une stabilité financière. Sachant qu'à Guingamp, puisque j'y suis un petit peu, très clairement, ça ne fonctionne pas forcément très bien. Donc, il faut voir. Maintenant, c'est sûr que c'est une bonne idée, je pense, de la part d'Olivier Clorac quand même. Mais il faut voir. Ouais, on rappelle que selon ses propos, pour lui, l'objectif c'était une finale avant 2023, parce que le rugby c'est un système très particulier. C'est pas le premier du championnat qui monte, mais il y a un système de play-off à la fin de la saison. Donc on espère pour leur Cévan qui vont monter. On poursuit ensuite avec les droits TV de la Ligue 1. C'était vraiment le gros dossier des semaines précédentes. Finalement, c'est Canal+ qui a récupéré les droits TV de la Ligue 1 à Mediapro. Bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même une forte baisse du montant qui était annoncé pour le foot français, mais au moins les clubs pourront être diffusés. Et enfin, c'est peut-être la principale info de ce jour, le 19 février, au jour où on enregistre. Eh bien, c'est l'anniversaire du très célèbre joueur de curling, Jean-François Glaric. Donc, on lui souhaite bien entendu un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, Jean-François. Joyeux anniversaire, Jean-François. Ouais, joyeux anniversaire. Et on passe directement, merci Jérém pour toutes ces infos, avec Jules et son quiz. Oui, alors bon, on termine cette émission avec un petit quiz sport pour savoir si vous trois, vous avez bien suivi l'actualité sportive de la semaine. Alors, première question. Donc, en ce moment, donc, comme tu l'as dit, Jérémy, il y a les mondiaux de biathlon qui se tiennent à Pokljuka en Slovénie. Et hier, donc, avait lieu l'épreuve du relais mixte, donc en duo. Donc, tu l'as dit, c'est Julia Simon et Antonin Guigona qui ont décroché la médaille d'or. Mais est-ce que vous êtes capable de me dire quelle nation complète le podium? Et j'accorderai un petit bonus si vous arrivez à me trouver les noms des vainqueurs garçons et féminines de chaque équipe. Alors, je crois que c'est la Norvège et la Suède. Exactement, est-ce que tu es capable de me dire les biathlètes pour chaque nation? Alors, en Norvège, il doit sûrement y avoir un des deux frères Bø. Du côté des filles, peut-être Thierry Lecoff. C'est ça, bien joué. C'est Thierry Lecoff et puis c'était Johannes Tingnesbø pour la D'accord. Norvège. Et en Suède, alors je crois que doit être Martin Ponsiluoma. Non. Non. Mais du coup, je vais pas savoir du coup. Non, c'était Sébastien Samuelsson qui était aux côtés de Anna Öberg pour la Suède, qui a terminé 3e de ce relais mixte. Donc on va noter, allez, on va dire 1,5 point pour toi, Jérémy. S'il fait des virgules, ça va être complexe. Ah ouais, je marche avec des virgules, moi je marche comme ça. Donc je vous ai parlé de LeBron James tout à l'heure. J'ai une question sur lui. Il a écrit encore un peu plus la légende hier soir, donc lors de la défaite des siens face aux Nets, mais il est devenu le 3e joueur de l'histoire, tenez-vous bien, à dépasser la barre des 35 000 points en carrière NBA. Donc c'est un record assez incroyable. Mais savez-vous quels sont les 2 joueurs qui complètent le podium, qui sont déjà arrivés à ce stade des 35 000 points? Est-ce que vous en avez une petite idée, les 2 joueurs devant LeBron James? Michael Jordan. Non, ce n'est pas Michael Jordan. Kobe Bryant. Non plus. Tony Parker? Non, je vous l'accorde, elle est assez délicate, celle-là, je l'ai tentée, elle est assez délicate. Karim Abdul-Jabbar ou Ouais, quelque chose. Karim Abdul-Jabbar qui est le premier de ce classement, bien joué Jérémy, avec 38 387 points inscrits. Et le deuxième, personne ne l'a. Non. Donc c'est Karl Malone, le pivot, le célèbre pivot star des Utah Jazz, avec 36 928 points. Donc encore un point pour toi, Jérémy. On accorde 0,5 points à la limite non, à allez. Jérém, comme ça. Comme ça, on arrondit à 2, ça fait un chiffre rond, parfait. 2 points pour Jérémy. À l'occasion de la rencontre des 8e de finale aller de l'UEFA Champions League entre le Paris Saint-Germain et Barcelone, Kylian Mbappé, donc comme vous le savez tous, a marqué un triplé et est devenu le 3e meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale. Savez-vous, encore une fois, qui complète le podium des meilleurs buteurs du Paris Saint-Germain? Bon, je lève la main. Florian, vas-y. Cavani. Cavani, ok. Et j'aurais dit Ibrahimovic. C'est parfait. Cavani, meilleur buteur du Paris Saint-Germain avec 200 buts inscrits. Et Zlatan Ibrahimovic, deuxième donc de ce classement, avec 156 buts inscrits avec le club donc, de la capitale. Donc un point pour toi, Florian. Donc on est à 2 pour Jérémy, 1 pour Florian et 0 pour Yvan. Mais il reste encore quelques questions pour te donner l'occasion de te rattraper.
Quel pays a proposé récemment d'accueillir l'Euro 2020 ainsi que la Ligue des Champions? Est-ce que vous savez, un pays qui a fait une offre récemment? Il n'y a pas l'Azerbaïdjan. Non, c'est pas l'Azerbaïdjan que j'ai noté moi. C'est un pays qui a très bien géré sa crise sanitaire et donc qui a pu se permettre de proposer cette option-là pour l'Euro et la Ligue des Champions. La Suède. Non plus. Hmm. Personne ne l'a. T'as pas la première lettre du pays? Ouais, un petit indice. Allez, un petit indice. Un I. Le pays commence par un I. Non Irlande. Ouais, ils ont pas bien géré. plus. Non plus. Ah, c'est pas l'Iran ou Non l'Irak. Décidément, j'ai bien choisi mes questions. L'Indonésie, je pense. Non, et bon, allez, je vous la donne. C'est Israël. Fort de sa bonne gestion de la crise sanitaire, Israël a proposé à l'UEFA d'accueillir l'Euro de football en juin et juillet prochain, ainsi que des matchs de Ligue des Champions ou de Ligue Europa, si la pandémie contraint les stades européens à huis clos. Voilà. Donc pas de point sur cette question. 5e question. Attention, qui a dit « Si je fais mes adieux un jour, je ne le dirai à personne » Est-ce que vous savez? Je vous donnerai un indice si vous ne trouvez pas. C'est une sportive femme, très connue. Serena Williams. Bien joué, Yvon. Super. Serena Williams, donc très marquée par sa défaite sèche 6-3, 6-4 contre Naomi Osaka en demi-finale de l'Open d'Australie jeudi. Donc elle a été très dure avec elle-même lors d'une conférence de presse qu'elle a écourtée. Et donc alors que le 24e titre en Grand Chelem tant espéré continue de lui échapper, l'Américaine sent plus que jamais sur les épaules le poids de ses échecs répétés. On passe à la 6e question. Donc petit bilan, on est à 2 points pour Jérémy, 1 pour Florian et 1 pour Yvan. C'est assez serré, c'est super. Elle est assez délicate celle-là aussi, mais je pense que vous allez tous avoir quelques idées. Citez-moi le maximum d'entraîneurs ayant coaché le FC Nantes sous l'ère Valdemar-Kita. Der Zakarian. Vous pouvez y aller, on y va à la volée. René C'est parti. Girard. Gourcuff. Cardozo. Cardozo, 4. Conceição. C'est un contre Raymond Domenech ou... Oui, bien Ah sûr, oui. bien sûr que oui. Comboiré, du coup. On est à Ali 6-7 avec Comboiré. Oui. T'as dit qui? Ali Ludzic, Vaïd. Oui. Ouais, c'est vrai. Vous êtes à 8. Il y a eu l'adjoint. On a là, Et Furlan Colo, aussi, je non crois. Colo, non. Non, c'est plus. Je sais plus comment il s'appelle. Jean-Marc Furlan, non? Ouais, Jean-Marc Furlan, Furlan, oui. ouais. Super. Je pense que c'est Bah, bien. Gourcuff. manqué, ouais. Ah, je l'ai déjà dit. Et t'as réussi à savoir qui en a dit plus là? Ouais, je pense que Yvan en a dit pas mal. Quatre. Il doit vous en manquer 4 ou 5. Un indice pour un, il est chauve et il est actuellement, Antonetti. chroniqueur. Antonetti, non. N'importe quoi. Chaud. EB, ses initiales. Ah, et Libo. Elibo. Bah oui. Super. Et puis allez, je me permets de finir la réponse. Il y avait Rohr aussi, je sais pas si vous... Avec Arnaud Tron, C'est ouais. sélection de Voilà. Nigeria. Gentilly, Anziani et Chauvin. Je sais pas si vous l'avez D'accord. mentionné. Didier Chauvin. Non, Didier Landry Chauvin, Chauvin ouais. qui était au Stade Rennais avant. Pardon? Ou Landry Chauvin qui était au Stade Rennais avant ou maintenant, qui est responsable de la formation, je crois. C'est possible, ouais. C'est possible. Bon, allez, on accorde le point à Yvan parce que je pense que c'est lui qui m'a cité le plus de joueurs. Donc 2 points pour toi, Yvan. Merci. Et pour finir, un petit qui suis-je. J'ai commencé ma carrière au Sporting Lisbonne de 2002 à 2004. Je suis- Ronaldo. J'ai pensé Non, à lui non, aussi, mais trop simple. c'est les un gars, peu trop sérieux. J'ai ensuite évolué au FC Felgueiras, donc toujours au Portugal, de 2004 à 2005. J'ai ensuite basculé vers le Vitória Setúbal, pour ensuite aller à Benfica de 2006 à 2007. Ça ne dit toujours rien à personne. Non. Ensuite, je suis allé chez les Passos de Ferreira, toujours au Portugal. J'ai évolué aussi à Estrela Amadora. Puis j'ai basculé en Angleterre, à Crystal Palace, de 2008 à 2010. Southampton, de 2010 à 2017. West Ham United, de 2017 à 2018. Puis Dalian Yifang, en Chine, de 2018, en 2018, pardon, pour finir ma carrière. Et je joue actuellement au LOSC José de Fonte. Lille. José Fonte. Ouais. Bien joué, bien super joué. Yvan. Elle était un peu délicate celle-là aussi, je vous l'accorde. Mais c'est une bonne réponse pour Yvan qui donc remporte ce quiz hein, avec 3 points. Victoire d'Yvan, bravo à toi. Chaque fois, je suis la dernière. Ça continue dans la lancée. Bah écoute, merci Jules. Première victoire de toi, Yvan. Ouais, c'est ça.
Ok, top. Bah, de toute façon, la prochaine fois, je crois que c'est Jérém qui fera le quiz. Il n'a pas encore fait ça. Donc, on verra le prochain vainqueur. On vous remercie tous. Enfin, je vous remercie d'avoir été là. Merci Yvan, merci Jérém et merci Jules. J'espère que ça a été un plaisir pour vous. Super. Merci à toi, Florian, Merci pour à toi, cette Florian. incroyable présentation. Je te remercie, Yvan. En espérant que vous avez eu du plaisir à écouter cette émission, on vous dit à très